20 mai 2012, il est presque 21h à Essaouira. Mourad demande 3 dirhams à sa mère pour un sandwich. Il sort et il s'évase dans la nuit comme s'il n'avait jamais existé. 2 jours plus tard, l'angoisse devient insoutenable. La famille contacte les autorités, espérant que la police pourra les aider à retrouver leur fils. 6 jours après sa disparition, la police frappe enfin à leur porte. La mère se précipite, persuadée qu'ils ont des nouvelles. Mais le policier ne lui apporte pas de l'aide. Il la regarde droit dans les yeux et lui balance. « Où avez-vous caché Mourad? Votre fils est un meurtrier !» Comment un gamin de 15 ans porté disparu se retrouve suspect numéro 1 dans un crime atroce? Pendant près d'une décennie, cette question restait sans réponse. Puis en août 2021, un événement totalement inattendu va faire voler l'enquête en éclats. Ce qui va émerger 9 ans plus tard est si improbable qu'il va remettre en cause tout ce que l'on croyait savoir. Bienvenue, une nouvelle histoire commence. Cette nuit du 21 mai 2012, la ville d'Essaouira s'endort paisiblement. Habituellement, cette cité côtière marocaine est un havre de paix, un lieu réputé par sa tranquillité et sa douceur de vivre. Mais ce soir-là, cette sérénité vole en éclats. Mourad, 15 ans, n'est toujours pas rentré. Ce n'est absolument pas dans ses habitudes de rester dehors si tard. Inquiète, sa mère sort seule dans les rues. Elle interroge les passants, interpelle chaque personne qu'elle croise, frappe aux portes des voisins jusqu'à l'épuisement. Mais Mourad s'est littéralement effacé du monde. Il ne laisse derrière lui que le vide. Pendant que cette mère vit son pire cauchemar, une scène de crime atroce se joue à quelques rues de là dans une laiterie. Le frère du gérant et le propriétaire des lieux entrent dans le commerce et tombent sur l'impensable. Un ange au sol sans vie. La police débarque. À l'intérieur, c'est l'horreur. Le corps d'un homme, décrit dans le procès verbal officiel comme étant un quadragénaire, gît sur le dos partiellement dénudé, vêtu uniquement d'un caleçon noir. Une odeur nauséabonde envahit la pièce. Le corps est couvert d'échymoses et de blessures, notamment sur les hanches, avec des traces de matière fécale sur les parties postérieures. Des blessures violentes à la tête viennent conclure ce constat glaçant. Le frère du défunt et le propriétaire confirment alors l'identité du corps. Pour eux, c'est sans équivoque, il s'agit de leurs proches. La police s'empresse de valider cette identification et consigne le tout officiellement. Lors de l'inspection, ils saisissent plusieurs objets, dont une chaîne pour chien, un détail qu'ils jugent alors crucial. Le corps est rapidement évacué vers la morgue pour autopsie. Dès les premières lueurs du matin, les investigations commencent sur le champ. Les enquêteurs interrogent les gens du quartier pour reconstituer les faits. C'est à ce moment-là qu'un témoin clé sort du lot. Un tailleur installé juste à côté brise le silence et livre un témoignage qui va sceller le destin du gamin. Il rapporte que plusieurs mineurs fréquentaient souvent cet endroit, dont Mourad, un adolescent de 15 ans, qui est désigné comme un jeune au comportement jugé marginal et contraire aux mœurs du quartier. Il ajoute que le gérant de la laiterie se plaignait régulièrement de Mourad, l'accusant de lui voler de l'argent. Pour finir, il affirme que la dernière fois qu'il a vu Mourad, c'était en compagnie du gérant et d'un autre garçon, sortant tous les 3 ensemble. Il précise qu'ils ne sont jamais revenus ce soir-là. Fort du témoignage du tailleur, les enquêteurs n'ont plus aucun doute. Mourad devient leur suspect numéro 1. Les recherches s'intensifient pour le retrouver, mais aucune trace de lui ne remonte à la surface. Malgré les efforts déployés pour le localiser, le jeune garçon reste introuvable. Face à ce vide, la police se tourne vers l'autre adolescent qui accompagnait le groupe ce soir-là. Une fois convoqué avec son tuteur légal, ce garçon livre un récit qui semble confirmer toutes les craintes des enquêteurs. Il confirme que Mourad entretenait une relation particulière avec le gérant et qu'il se rendait souvent à la laiterie. Il détaille alors ses soirées sordides. Selon lui, le gérant l'avait sollicité pour l'accompagner chercher Mourad, prétextant vouloir lui acheter une chaîne pour chien. Il se souvient même, dans les ruelles du quartier, avoir senti une forte odeur d'alcool émanée du gérant. Une fois Mourad retrouvé dans une salle de jeu, les 3 se dirigent vers un marché voisin pour l'achat de cette fameuse chaîne avant de retourner à la laiterie. Le gérant insiste alors lourdement pour qu'ils dînent ensemble. Le témoin conclut son récit avec une phrase qui va sceller le sort de Mourad. Après le dîner, il a quitté les lieux, laissant Mourad seul, en tête-à-tête avec la victime. Pour les enquêteurs, le puzzle est complet. Ils ne cherchent plus, ils accusent. Ils sont convaincus que Mourad est le coupable et que sa disparition confirme sa culpabilité. Par ailleurs, un autre mineur âgé de 17 ans est entendu par les enquêteurs. Il déclare avoir croisé Mourad le lendemain, le lundi 21 mai 2012. Mourad n'était pas dans son état normal, semblant avoir inhalé de l'alcool. Il lui a confié sa peur de rentrer chez lui pour éviter que son père ne découvre cette habitude. Il lui aurait alors demandé s'il pouvait passer la nuit chez lui. Les 2 jeunes décident de se rendre dans une maison où ils avaient l'habitude de rejoindre leurs amis. Mais là-bas, une dispute éclate entre le mineur et un autre garçon. La situation dégénère en bagarre. Tout le monde prend la fuite et Mourad et ce dernier s'échappent en passant par les toits. L'adolescent explique s'est ensuite rendu à l'hôpital pour se faire soigner une blessure au front et qu'il n'a jamais revu Mourad depuis ce jour-là. Les investigations se poursuivent. Pourtant, malgré ces nouveaux éléments, l'obsession de la police pour le scénario initial ne faiblit pas. Après les premiers mois de recherches intensives, l'enquête s'enlise. Les pistes s'essoufflent et, malgré le scénario des autorités, aucune preuve matérielle ne permet de clore le dossier. Le jeune garçon semble s'être volatilisé. Le silence s'installe. Puis, le temps passe. Les années défilent sans réponse.
9 ans plus tard, en août 2021, un appel inattendu bouleverse tout. La police contacte la mère de Mourad pour lui demander de se rendre au commissariat. Ils auraient enfin des nouvelles de son fils. Arrivé sur place, un agent lui montre une photo. Il reconnaît Mourad instantanément. Mais l'agent enchaîne avec une nouvelle insensée. Le corps identifié comme étant celui du gérant en 2012 était en réalité celui de son fils. Mais qu'est-ce que vous me dites? La stupeur la submerge. En une seconde, sa réalité vole en éclats. Cette attente, ce deuil impossible, tout est basé sur un mensonge. Une tragédie humaine qui dépasse l'entendement. Mais accrochez-vous, car la vérité sur ce qui a changé après toutes ces années est encore plus effroyable. En août 2021, le gérant, que tout le monde croyait mort depuis 9 ans, se rend spontanément à la police. Épuisé et hanté par les remords, il confesse avoir tué Mourad. Dans ses aveux, il justifie son acte par une vengeance, affirmant que Mourad lui aurait volé 15 000 dirhams. Toutefois, le doute subsiste sur la sincérité de ses aveux. A-t-il dit toute la vérité? Compte tenu de l'état du corps retrouvé en 2012, à moitié nu, dans une configuration qui ne laissait que peu de place au doute sur la nature des sévices, le meurtre pourrait n'être qu'une partie de l'horreur subie par l'adolescent. Cette inversion d'identité n'est pas un accident, c'est une faillite totale. Comment le meurtrier a-t-il pu échapper à tout le monde pendant 9 ans en laissant un innocent porter le chapeau? Ce qu'on découvre en plongeant le dossier dépasse l'entendement. Après les révélations de 2021, une chose est certaine, l'enquête de 2012 comporte des défaillances majeures. Quand on regarde les faits, on a du mal à croire qu'il ne s'agisse que d'une simple succession d'erreurs. Tout commence par la marginalisation de Mourad. Quelques mois avant le drame, il avait confié à sa mère qu'un gérant de salle de jeu s'était comporté de manière déplacée envers lui, ajoutant que cet homme avait déjà agi de la sorte avec d'autres enfants. Mourad, soutenu par sa mère, avait osé porter plainte, mais l'affaire avait été classée par manque de preuves. Cette initiative courageuse s'est retournée contre lui. Au lieu de recevoir du soutien, Mourad a été victime des rumeurs persistantes qui l'ont stigmatisé. L'un des éléments les plus perturbants réside d'ailleurs dans les témoignages recueillis, qui semblent davantage brouiller les faits que les clarifier. Prenons le cas du tailleur. Au début, son témoignage ne mentionne pas Mourad, mais plus tard il change ses aveux. Quant aux mineurs, les témoignages sont tout aussi problématiques. Ceux qui se présentent comme des amis de Mourad sont loin d'être des témoins fiables. Ils consomment des stupéfiants et leurs récits sont remplis de contradictions, comme lorsqu'ils affirment avoir vu Mourad le 2e jour après sa mort. Une déclaration qui soulève de sérieuses interrogations. Le point le plus grave reste l'identification du corps. Le propriétaire de la laiterie et le frère du gérant arrivent sur les lieux, voient le corps et assurent que c'est le gérant. Comment peut-on ne pas reconnaître un membre de sa propre famille? Et la police, arrivée sur les lieux, comment a-t-elle pu valider une telle version? On parle pourtant d'un adulte d'une quarantaine d'années et d'un adolescent de 15 ans. Personne n'a remarqué la différence. La police a validé cette version sans sourciller, alors même qu'elle possédait la photo de Mourad, remise par sa mère seulement 2 jours après sa disparition. Malgré cela, aucun lien n'a été fait avec le cadavre à la morgue. Pourquoi aucun examen permettant de confirmer formellement l'identité n'a-t-il été réalisé, ou du moins documenté? Quant au médecin légiste, son rôle reste inexpliqué. Comment a-t-il pu confirmer une identité sans relever la moindre incohérence physique? Plus absurde encore, selon les rapports officiels, la scène de crime n'est découverte que le 26 mai, soit 6 jours après le meurtre. Un laps de temps suspendu, comme si le crime s'était déroulé dans une faille temporelle où une laiterie pourtant fréquentée est devenue un angle mort insaisissable. Tout cela paraissait invraisemblable qu'on croyait le scénario d'un film. Cette accumulation d'incohérences laisse le sentiment d'une enquête profondément défaillante. Plus troublant encore, la famille du gérant récupère le corps et l'enterre sans même remarquer qu'il ne s'agit pas de leurs proches. Ils l'inhument en quelques heures, en pleine nuit, dans une tombe anonyme. Rappelons que les cimetières ferment avant le coucher du soleil. Comment cette inhumation a-t-elle pu avoir lieu en dehors de tout cadre légal et sous le couvert de l'obscurité? Au fil des années, personne ne semblait visiter cette tombe laissée à l'abandon, qui est restée méconnue pendant près d'une décennie. Ces successions de décisions restent aujourd'hui difficiles à comprendre. Il y a aussi ces détails qui en disent long. Les autorités qui découragent la mère de Mourad de passer à la télé, l'enterrement précipité. Tout a été fait pour fermer le dossier rapidement. C'est à ce moment-là qu'on comprend qu'il ne s'agit plus d'une simple erreur. Pendant 9 ans, alors que Mourad reposait dans cette tombe, les enquêteurs ont continué à le rechercher comme principal suspect, alors même que le gérant aurait dû rester au cœur des investigations. Bref, je m'arrête là, parce que je n'ai ras-le-bol de cette dinguerie. Ce n'est plus une enquête, c'est une farce qui défie toute logique. Et pourtant, cette farce cache une réalité bien plus sombre. Un an après la réouverture de l'enquête, les autorités ont finalement permis à la famille de Mourad de récupérer le corps pour réaliser un test ADN. Ce test a confirmé, après toutes ces années, que c'était bel et bien Mourad qui reposait dans cette tombe anonyme. Une famille a dû subir ce que personne ne devrait jamais vivre. Non seulement perdre un enfant, mais être privé de la vérité et la dignité minimale pour honorer sa mémoire. Une douleur amplifiée par une négligence institutionnelle qui, elle, n'a jamais été réparée. Avant de refermer ce dossier, une zone d'ombre me tourmente. L'homme mobile du gérant. Comment justifier une vengeance en offrant des cadeaux à ses victimes? Et si Mourad avait vraiment volé 15 000 dirhams, pourquoi aurait-il réclamé 3 dirhams pour un simple sandwich?
Et si tout cela n'était qu'un écran de fumée, aujourd'hui encore, plusieurs ans d'ombre du dossier restent sans explication. Autant de négligence, de contradictions et d'incohérences qui continuent d'hanter son dossier. Avons-nous affaire à une série d'erreurs grotesques ou à une mise en scène macabre orchestrée pour dissimuler un secret bien plus lourd? Chacun se fera son propre avis. Au fond, cette affaire m'a profondément marqué. Morad a été tué 2 fois. Une fois par son bourreau, et une seconde fois pour ceux qui auraient dû le protéger. Et ça, c'est peut-être le plus dur à accepter. Aujourd'hui, malgré les révélations tardives, de nombreuses questions restent sans réponse. Cette affaire refuse de livrer toute sa vérité, laissant derrière elle un silence assourdissant. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Chaque j'aime et chaque partage m'aide énormément à continuer. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao!